Vous êtes et je suis tout le temps passif. Plus rien du passé nous appartient, rien du futur ne nous appartient encore. En fait, il n'y a qu'un seul instant et qu'un seul lieu qui échappe à ce que je viens de dire, le fait qu'on soit tout le temps passif, et c'est ici et maintenant. Il n'y a que là qu'on puisse être actif, exercer notre libre arbitre, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça a commencé avec les courriers. Alors, je voudrais dire tout de suite que courrier et mail, en fait, c'est le même mot. Simplement pas la même langue, mais c'est le même mot. Donc, j'utilise simplement le mot courrier parce que je suis français. En tout cas, des courriers, je vous en envoie un par semaine avec Paideia. Vous pouvez vous y inscrire d'ailleurs, c'est dans la description. Et dans celui de la semaine dernière, je vous décrivais sans doute mon pire regret. Et il concerne ma scolarité. Je ne vais pas refaire le courrier, mais ce que je disais dans les grandes lignes, c'est que de l'extérieur, il n'y avait pas dans celle-ci grand-chose de négatif dont je pourrais me plaindre, comme on entend parfois, comme par exemple des profs tyranniques, des problèmes de harcèlement, ce genre de choses. J'ai pas connu ça, mais il n'empêche que ma scolarité constitue un des plus gros regrets, et c'est pour une raison bien simple, c'est mon attitude à l'égard de cette scolarité. Le problème qu'il y avait, c'est que tout le long de ma scolarité, j'ai été passif. En fait, j'ai subi ça, je traînais des pieds pour y aller, j'écoutais pas en cours, je pensais à autre chose. J'étais là, mais j'étais pas là. Mes profs n'étaient pas tyranniques au point qu'ils avaient des mots comme rêveur, il est un peu dans la lune, voilà, des mots comme ça. Mais a priori, ça peut sembler sympathique d'être dans la lune, mais en fait non, je n'étais pas dans la lune. Je pensais juste à autre chose. Les gens qui vont dans la lune, ils font des grandes études, ils se battent. Et après, ils vont dans la Lune, sur la Lune. Mais moi, j'y étais absolument pas. Même si je voulais devenir astronaute, je faisais rien pour. Quoi qu'il en soit, je décrivais ça dans le courrier de la semaine précédente, et j'ai reçu une réponse que j'ai trouvée très intéressante de quelqu'un que je vais garder anonyme. On va dire Julien quand même, juste le prénom, mais en tout cas, qui me disait que lui aussi avait connu ça, que c'était le cas de la plupart des élèves qui étaient plus intelligents que la moyenne. Je vais revenir là-dessus parce que je suis à moitié d'accord avec cette affirmation. Et en tout cas, lui, ça avait été son cas et ça l'avait poursuivi par la suite. Le problème, c'est que ça s'était pas seulement cantonné à l'école, mais c'était aussi aujourd'hui une part de son quotidien était dans cette espèce de passivité. Et voilà, c'était un courrier de retour très sympathique. Sachez que je les lis, il suffit de répondre à un de ces courriers que je vous envoie. Et moi, ça peut me permettre d'y répondre, comme ce que je fais là par exemple. Quand je disais que cette passivité pendant ma scolarité était l'un de mes plus gros regrets, ça veut dire que aujourd'hui, je ne tolère plus ça. Je lutte contre ça et j'ai réussi à me sortir de cette situation. Cependant, c'était pas si simple et c'est pas juste en sortant de l'école que par magie, je sais pas, j'ai arrêté de subir la vie, on va dire. J'ai mis plein de choses en place, je me suis renseigné sur en fait comment sortir de cette situation que je détestais, et petit à petit j'ai réussi à m'en sortir, je dis pas complètement, mais en grande majorité. Et donc quand j'ai reçu ce courrier de Julien, je me suis demandé comment, en fait, si je devais lui conseiller une chose par laquelle commencer, comment moi j'ai fait en fait pour sortir de cette situation. Voilà, par quoi je commencerais en fait. Quel est le premier élément dans le fait d'arrêter de subir cette vie, de plus être passif, et en fait, finalement, c'est simplement faire ce qu'on veut. Voilà. Ça va recouper beaucoup de grands principes comme le libre arbitre dont je vous ai déjà parlé, auquel je crois, et c'est une croyance à laquelle je tiens. Plus qu'une croyance, je sais que ça existe. Voilà. Vous pouvez rager comme vous voulez. Je vais revenir à vous de toute façon, les mecs qui croient pas au libre arbitre. J'espère être audible pendant cette vidéo. À mon avis, le son est plutôt correct, mais c'est vrai que Naples est en train de se réveiller. Il est 7 heures. Et donc voilà, ça commence à klaxonner les cloches, évidemment. On est entouré de clochers. C'est merveilleux. Mais voilà, j'espère que ce sera confortable et a priori ça l'est. En tout cas, la première chose à laquelle j'ai pensé, et ce par quoi je pense qu'il faut commencer, c'est par définir ce que veut dire en fait le fait d'être passif et le fait d'être actif. Si on devait faire une carte en fait qui prendrait en compte le temps et l'espace, où est-ce que se situe l'activité et la passivité? Eh bien, la passivité se situe absolument partout, à l'exception d'ici et de maintenant. C'est-à-dire dans l'espace ici, ce qu'on fait là, ce que je suis en train de faire là, ce que vous êtes en train de faire maintenant, et voilà, maintenant justement. En tout cas, c'est cette intersection entre passé auquel on ne peut plus rien et futur auquel on ne peut pas encore. C'est à cette intersection qu'on peut faire quelque chose, et uniquement à cette intersection.
C'est bien de le savoir et je le sais aussi depuis longtemps, simplement je n'agis pas toujours de cette manière-là. Et pourtant, ça a été vraiment une révélation et à chaque fois que je me le rappelle, ça me fait le plus grand bien sur tous les plans. Sur tous les plans parce que le vocabulaire que je suis en train d'utiliser là, ce champ lexical-là, c'est un peu le champ lexical de Sabine. Elle est ménopausée, elle fait du yoga, elle nous parle, voilà, sois présent, profite de l'instant présent. Non, non, non. En fait, ce que ne comprend pas Sabine, c'est qu'à un jeune homme, il ne faut jamais lui conseiller ça. Voilà. On l'a déjà assez fait pendant notre adolescence, ça nous a rendus malheureux. C'est pas ça qu'on veut. Mais, quelque part, elle a raison. C'est simplement que l'incarnation ne nous convient pas. La personne qui incarne ces mots-là, en fait, on sent qu'elle va nous pousser à nous mettre en tailleur, on n'a pas envie d'être en tailleur. Et moi, quand j'ai appris ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent. En tout cas, c'est celui qui va le plus détailler ce que je suis en train de vous dire là. Je ne sais pas si je conseille sa lecture parce qu'il tourne beaucoup autour de cette idée-là. Ça peut être intéressant si vous voulez aller plus loin. Je pense que ce que je suis en train de vous transmettre là peut suffire. Mais en tout cas, le livre, a priori, avait rien pour me plaire. Si vous voulez, il y avait un arbre sur la couverture, pouvoir de l'instant présent, être cartolé, je comprends pas le nom de l'auteur. Ce à quoi il ressemble aussi, je comprends pas. Est-ce que c'est un New Age? Est-ce que c'est vraiment un moine tibétain? Bon, a priori, en tout cas, ça me concernait pas. Et pourtant, c'est ce qui a fait le plus de changements dans ma vie. Des bouquins de développement personnel, parce que c'en est un, j'en ai lu je sais pas combien, quelques-uns, en tout cas sur ceux-ci, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont touché et qui m'ont vraiment servi. Celui-là en fait partie. En fait, le problème que j'avais avec le bouquin, c'est que cette idée de présence et d'être pleinement là, maintenant, voilà, dans ce qu'on est en train de faire, je le liais justement, et c'est ça qui est contre-intuitif, à une idée de passivité. J'avais l'impression que j'allais me mettre en tailleur, me satisfaire comme ça de rien et attendre que le temps passe, alors que c'est tout l'inverse. Et j'y ai pas accédé, par exemple, par la méditation, parce que dans tout ce milieu-là, on va ramener à la méditation, ou en tout cas par un type de méditation. À ce moment-là, je travaillais en restauration, c'était un travail assez manuel et prenant, et donc j'ai pu l'appliquer à ce que j'étais en train de faire. Je me faisais des grosses journées à ce moment-là, j'avais pas forcément le temps de me mettre en tailleur, et pas l'envie surtout. Par contre, j'ai ramené en fait toute mon attention à ce que j'étais en train de faire dans le temps maintenant et dans le lieu là. Et ça a changé beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que j'étais infiniment plus productif, que je faisais en beaucoup moins de temps ce que je faisais avant quand j'étais dans la Lune, parce que j'étais encore un peu dans la Lune, même si le travail manuel nous force à être un minimum là parce que sinon on se brûle, on se coupe, surtout. Je disais donc que le travail manuel nous force à un minimum de présence, surtout dans une cuisine justement pour pas faire un accident de travail. Cependant, pas complètement, on peut être ailleurs et en fait j'ai utilisé ce travail manuel simplement comme un support pour m'aider à ramener plus de présence, que j'avais pas du tout puisque j'avais passé toute ma vie un peu à être ailleurs. Et quand j'ai ramené toute mon attention dedans, je me suis rendu compte à quel point je faisais mieux les choses et à quel point juste, voilà, comme je vous ai dit, ça me prenait beaucoup moins de temps. C'est pas uniquement ce que je vous donne là, une ode à la productivité, à être uniquement le plus efficace, faire le mieux en moins de temps, mais déjà, c'est quand même bien. Dans la vie, ça aide d'être plus efficace. Généralement, les gens réagissent bien à ça, on a une meilleure vie là-dedans, mais c'est pas uniquement ça. J'étais aussi à ce moment-là plus heureux, beaucoup plus heureux. Et donc, même s'il peut m'arriver de méditer, et je pense que ça a un intérêt, notamment dans le fait, par exemple, de n'avoir aucune stimulation. C'est intéressant de n'avoir aucune stimulation pour que ce soit sensoriel, ou en tout cas très peu, parce qu'on a toujours des stimulations sensorielles, mais en tout cas, se concentrer sur celle-ci. Ça a plein de bénéfices et j'en parlerai une prochaine fois. Mais là, je parle plus d'un état méditatif pendant que l'on travaille ou qu'on fait quelque chose. C'est ce que je vous conseillerais de faire comme exercice. Essayez sur un laps de temps d'être vraiment complètement à 100% dans ce que vous faites et voir comment vous vous sentez pendant ce laps de temps, ce que ça donne comme résultat et comment vous vous sentez après. Je suis quasiment sûr que c'est positif et je vais vous le dire d'ailleurs, je pense même que c'est un des principaux bénéfices
qu'on a au sport, qu'on trouve dans l'activité sportive. Évidemment, il y en a beaucoup de bénéfices à l'activité sportive, mais vous savez, il y a des gens qui disent « Ah oui, moi je suis addict au sport, j'ai vraiment besoin d'y être ». Et on nous parle des endorphines, il y a les gens endorphines qui vont venir me parler de leurs endorphines. Il n'y a pas de problème. Mettez votre commentaire sur les endorphines. Cependant, je pense que ce qui se passe dans le sport, c'est que c'est une activité qui ne nous laisse pas le choix que d'être présent, parce qu'elle est tellement dure. Généralement, on se met dans un état où c'est trop difficile de penser à autre chose. Et donc, on est pleinement là-dedans, et c'est ça qui est agréable. C'est être tout oublié, parce que et justement, je vais y venir pour le passé et le futur, c'est-à-dire la mémoire du passé et la projection du futur, c'est un lest. C'est un lest, et en plus, ça ne nous fait pas gagner plus de muscles quand on fait du sport à la salle, par exemple. Mais c'est un poids, en fait. C'est un poids, et on se déleste de ce poids en étant pleinement dans ce qu'on fait. En fait, on se sent beaucoup plus léger. Et c'est ce que je sentais aussi au travail, quand j'avais appliqué ça, c'est que j'étais léger, en fait, c'était presque une danse. Et d'ailleurs, je pense que la danse, c'est pareil. La danse permet de s'appliquer sur le mouvement, le faire le plus parfaitement possible. Et c'est ce qui se passait aussi au travail, je faisais le mouvement le plus parfaitement possible, parce qu'en fait, quand on se concentre sur ce qu'on est en train de faire maintenant, il n'y a plus que ça qui compte, et donc on le fait extrêmement bien. Pour le sport, je pense simplement qu'on se met dans des conditions où on est obligé de le faire bien. Et donc, ce que je décrivais à la salle de sport, par exemple, c'est que j'étais pas, quand j'y allais tout seul, obligé de le faire complètement, et c'est pour ça que il y avait une différence quand j'avais fait ma séance avec Cameron, par exemple, c'était exigeant. Le fait qu'il soit là, ça me poussait à aller plus loin, et donc je suis vraiment sorti de moi-même. Et quand je dis sorti de moi-même, c'est de mes pensées futures, passées. Et j'imagine que c'est aussi pour ça que ça fait du bien d'aller faire du sport après une rupture. Voilà. Je dis j'imagine comme si ça ne me concernait pas. Est-ce qu'on m'entend bien avec un avion ? Et donc voilà, ça c'était ma théorie sur le principal bénéfice du sport, du point de vue psychologique en tout cas, c'est le fait de se mettre dans des conditions où l'on est forcé de nous ramener à la présence. Parce que sinon, on peut y arriver aussi sans que ces conditions nous y forcent. Et quand je dis le sport, c'est pareil pour le travail, tout ce qu'on va appeler l'état de flow, qui est si agréable, généralement est déclenché à un moment où on est dans une situation qui requiert nos capacités optimales. Et donc je pense que ça peut aussi venir de l'intérieur, et la méditation comme on l'entend, c'est-à-dire assis quelque part, les yeux fermés à se concentrer, ou alors les yeux ouverts à se concentrer sur un point, mais en tout cas avoir le moins de stimulation sensorielle, je pense que ça nous permet de développer cette capacité, de développer en fait ce muscle, et on en parlera sûrement dans soit un prochain courrier, soit une prochaine vidéo. Je pense que ça nous permet de développer ce muscle, d'arriver à être présent, même sans avoir autour de nous ces conditions qui nous ramènent à la présence. D'autres conditions, par exemple, parce que j'ai parlé du travail et du sport, celle du divertissement. Ce qui se passe pendant qu'on se divertit, c'est qu'on sort de nous-mêmes. J'ai pas défini d'ailleurs le nous-mêmes, mais je parle en fait de l'identité, de l'ego, de ce genre de choses. Voilà, encore du champ lexical de Sabine. J'embrasse toutes les Sabines, évidemment, j'ai rien contre vous. Mais voilà, c'est que vous nous donnez des conseils qu'il ne faut pas qu'on écoute. Mais donc, ce moi, cet ego et cette identité, déjà, j'en fais pas un ennemi. J'essaye pas de m'en débarrasser. Je veux dire, c'est en ça que je suis pas bouddhiste et que je suis pas attiré par être présent. J'ai pas envie d'aller dans un monastère bouddhiste pour passer toute la journée à méditer. Je reste un occidental, voilà. Je suis inscrit dans la matière avec tout ce que ça a de positif et de négatif. Mais l'ego, la présence nous permet justement de sortir de ça un petit peu. Et à quoi ça sert de sortir de ça? Déjà, on se sent plus léger, mais c'est pas la partie de jouissance de se sentir plus léger dont je veux parler. C'est que c'est le seul moment où on peut modifier cette identité-là. Et on cherche à la modifier généralement parce que on cherche à être meilleur. J'ai l'impression tous, consciemment ou pas, on essaie d'aller vers une meilleure situation. Et la présence, elle peut servir à ça. Un exemple concret de ce en quoi l'ego peut nous freiner d'être meilleur, c'est qu'en fait, il est constitué de pensées qui tournent dans la tête par rapport à des souvenirs qu'on a, des échecs par exemple, et qui vont fortement nous influencer quand on va se retrouver face à un acte, et qui ne devrait pas forcément nous influencer, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on fait ici, maintenant. Face à un acte, face à une épreuve, disons,
prenons l'exemple d'une épreuve, on va avoir ces pensées qui nous disent que bon, bah, la dernière fois on n'avait pas réussi. Et ça se trouve, la dernière fois on avait 8 ans, donc c'est normal qu'on n'ait pas réussi. Maintenant on est passé à autre chose et on est bloqué par ces pensées-là. Le fait d'arriver à être complètement là, ça va nous permettre de progresser. Et en fait, progresser, c'est juste avec nos nouvelles capacités qui se sont développées, passer cette épreuve. Et donc c'est ce qui va pouvoir modifier un petit peu notre identité, notre ego en progressant. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que cet ego, comme on l'a dit, il est fait de la mémoire, de notre expérience, et il est aussi fait de nos projections, de ce qu'on va être plus tard. On le lie à notre ego. Et donc il n'y a que ici maintenant qu'on peut modifier les deux, ou en tout cas le passé de notre futur moi, celui qu'on projette. C'est là maintenant qu'on peut le modifier et c'est, je le répète, le seul moment où notre libre arbitre peut s'exercer. Je vais en profiter pour faire ma critique tout de suite à ceux qui ne croient pas au libre arbitre sur la base de la science, tout ça. Très bien, très bien. Déjà regardez vos vies, voilà, est-ce que c'est pas une excuse? Et si vous êtes constamment à vous projeter dans le futur ou à vous remémorer le passé, évidemment que le libre arbitre n'existe pas pour vous. Parce qu'en fait il existe que là, que dans ce que je suis en train de faire là. Comprenez-vous ça? Est-ce qu'on peut... bon, voilà, j'ai été bref dans ma critique, elle n'est pas très argumentée, mais je sais que j'ai raison, donc j'ai pas besoin forcément d'aller plus loin. En tout cas, ce qu'il y a de merveilleux quand on prend conscience de ça et en fait, on reprend le pouvoir sur nous et sur ce qu'on fait avec ce libre arbitre dans l'instant, et c'est ce qui va donc influencer ces gros blocs d'infini passé et d'infini futur. Alors pas infini, c'est fini, hein. Voilà. On est né à un moment, on va mourir à un moment. Mais en tout cas, c'est là qu'on peut l'influencer et c'est ça que je trouve intéressant. Parce qu'on va s'en servir. En fait, tout ce que je dis là, c'est pas du tout une ode pour être constamment présent et tout le temps dans le présent. Déjà, c'est très difficile. Et même, moi je pense que c'est bien de se souvenir, de se projeter. Mais encore une fois, ces deux choses-là, c'est quelque chose qu'on fait là, maintenant. On choisit de se souvenir ou de se projeter. Mais on choisit. Et il est là le piège. C'est que ces merveilleuses capacités à la fois de se souvenir et de se projeter, elles peuvent représenter un abîme. Et on peut s'y perdre en fait. On peut se perdre dans des projections. Je pense que vous en avez plein autour de vous, des gens qui disent... qui parlent de projets qu'ils vont faire, souvent artistiques, qui disent « Ah oui, ça... non, mais je vais le faire. » Et donc, ça fait partie de leur ego. Ils le font jamais. Ils le font jamais parce qu'en fait, ils vont le faire dans 2 semaines et c'est comme pour le podcast. J'ai dit que j'allais lancer un podcast, c'était quand? C'était il y a 1 an. Vous vous rendez compte? Ça va, j'en souffre pas et je pense encore que je vais le sortir dans 2 semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis sûr que vous avez autour de vous, et vous êtes même peut-être cette personne qui jouit de l'image d'elle du plus tard et qui fait rien dans le maintenant justement pour ce plus tard. Et c'est là que ça se joue. Et c'est là encore une fois que c'est important justement de ne pas tomber dans cet abîme. Ce que j'appelle tomber dans cet abîme, en fait, c'est subir la projection et être comme ça dans cette jouissance de « Ah, plus tard, ça va être bien ». Parce qu'en plus, on l'idéalise et c'est le meilleur moyen de déprimer quand on va y arriver. Parce que ce sera forcément moins bien que ce qu'on a imaginé. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, vous êtes passé à côté de votre vie déjà en y pensant. Et quand vous y arrivez enfin, si vous y arrivez, parce que voilà, si vous ne faites que projeter, vous n'y arriverez jamais. Et vous penserez que « Ah, j'aurais pu être heureux ». Je serai heureux quand ceci, cela. Alors que non, c'est là maintenant que vous êtes censé être heureux. Et pas dans cette espèce de d'hédonisme, de projection de vous plus tard qui vous fait plaisir de vous imaginer dans telle ou telle situation. J'espère que ce que je vous dis est clair. Là, j'ai pas de notes. Voilà, généralement, j'ai quelques points pour me situer. Là, j'ai pas de notes, mais je sais ce que j'ai à vous dire dans tous les cas. Donc, le message devrait quand même passer. En tout cas, cette capacité à se souvenir et à se projeter, qui peuvent être, comme je viens de vous le dire, un abîme, sont de merveilleux outils dont on peut se servir justement pour agir comme il faut, là, maintenant. Et c'est ce qu'on fait toujours. Et d'ailleurs, je veux dire, évidemment que je ne vais pas cracher là-dessus parce que c'est là que s'inscrit la culture. Et vous savez que pour moi, c'est très important. La culture, elle s'inscrit vraiment dans avec les cultes. Ils sont là pour se rappeler les leçons du passé pour pouvoir bâtir justement et que la projection soit la plus saine possible. C'est les deux choses les plus importantes. Là vraiment on arrive au cœur. C'est en tout cas d'après moi le cœur du sens de la vie, c'est qu'est-ce que je dois faire là maintenant en fonction de ce que j'ai appris par le passé et de ce que je veux faire
en conséquence dans le futur. Et donc évidemment qu'il faut se projeter. Je pense que c'est très sain de se projeter. Simplement, il faut avoir conscience que, ok, je me prends ce temps-là, je suis en train de me projeter, c'est pour le mieux possible calibrer l'action que je vais faire dans le présent et surtout qu'elle prenne du sens. Parce que c'est vrai que si on ne peut pas se projeter, l'action qu'on est en train de faire là a peut-être moins de sens. En tout cas, souvent, je sais pas, par exemple, si je reprends le moment où j'étais en restauration, si j'avais pas un plan de long terme, ça aurait été pas un calvaire non plus, mais j'aurais sûrement un peu plus souffert. Ça, la question de la souffrance, j'ai changé d'avis dessus assez récemment et je l'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous d'ailleurs, mettez la cloche pour ne pas la rater. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec le fait qu'on a besoin d'un sens à ce qu'on fait pour ne pas souffrir, ou en tout cas qu'on veuille bien endurer cette souffrance, on a besoin de ce sens-là. Et c'est là que se retrouve, c'est avec ces outils de projection et de souvenirs et de culte pour se rappeler, parce que les souvenirs c'est à l'échelle de notre vie, mais c'est aussi à l'échelle civilisationnelle en fait. Je suis allé peut-être un peu loin, il y a l'échelle de la famille, il y a plein d'échelles je veux dire, mais c'est un souvenir, c'est pour ça, c'est aussi là que l'histoire a de l'intérêt et c'est pour ça, par exemple, que je vous fais des vidéos quasi autistiques sur le Liban, que je viens d'en sortir d'ailleurs le deuxième volet sur la création du Liban. C'est parce que c'est une partie de mémoire, c'est ailleurs et ça peut nous servir là, maintenant. Et moi, en tout cas, le fait de m'intéresser à l'histoire du Liban, c'était pas... Pour moi, c'était pas une histoire morte dans la mesure où c'est des leçons que j'utilise pour vivre maintenant. Et c'est en ça, en fait, tout prend de l'intérêt. Quand on comprend bien l'utilisation du passé et du futur pour le présent, comment être malheureux en fait ? Expliquez-moi comment être malheureux. Je voudrais quand même mentionner quelque chose parce que ça peut paraître indécent, ce que je viens de dire pour certaines personnes. Le fait que j'ai réussi à me libérer et à ne pas subir le passé et le futur, et notamment le passé, je veux prendre un exemple là-dessus, j'ai pas été traumatisé dans mon passé, j'ai pas connu de trauma, notamment dans l'enfance, j'ai eu une enfance heureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que la raison pour laquelle des gens qui ont eu une enfance traumatique sont malheureux, c'est que ce trauma revient sans cesse et les empêche de vivre. En fait, ils revivent ça. C'est pas seulement une souffrance qu'ils ont eue à ce moment-là, mais c'est une sorte de souffrance perpétuelle parce qu'ils ont tout le temps des images dans la tête, tout ça. Évidemment, je vais pas le mentionner, mais aux horreurs que des enfants peuvent subir, et évidemment que je suis pas en train de... Là, je suis simplement en train de vous expliquer comment moi, avec mon passé d'enfant sans traumatisme, on va dire, comment j'ai pu ne pas subir justement mon passé, mon identité, et être pleinement dans ce que je fais, du tout en train de faire la leçon à des gens dont je connais pas le passé en leur disant mais passe à autre chose, enfin non. Après je pense quand même que ce que je suis en train de décrire là et le conseil que je suis en train de vous donner, il a encore plus de bénéfices justement pour ces gens-là. Et je pense que ces gens-là arrivent à s'extraire de ces pensées qui tournent traumatiques justement en étant dans le présent et en se mettant dans des conditions qui leur permettent de sortir de ça, comme le sport. Je reviens encore une fois au sport. La meilleure manière de passer à autre chose, j'imagine, c'est le sport. Et je pense que dans ces gens-là, il y en a beaucoup qui voient le bénéfice du sport que je vous décrivais auparavant, c'est-à-dire le fait de pouvoir être pleinement dans ce qu'on fait. Je suis parti sur ce concept de présence, j'espère que ça vous parle autant que ça me parle. C'est peut-être des choses que vous saviez déjà, moi aussi, c'est des choses que je savais déjà mais qui sont toujours bonnes à remémorer. Vous avez pu comprendre aussi que cette idée de présence, elle lie beaucoup de concepts assez comme ça qui peuvent paraître abstraits mais qui finalement sont très concrets. J'espère avoir pu expliquer à quel point ils l'étaient. Ces concepts dont je parle, c'est le libre arbitre, c'est la conscience, parce que c'est ça aussi, c'est se ramener à la conscience de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et si je devais surtout résumer cette vidéo, ce en quoi ça a changé ma vie, ce pourquoi je voulais répondre justement à Julien qui m'avait envoyé ce message, parce que j'étais aussi dans son cas, que ça m'a aidé et je pense qu'il n'est pas le seul à être dans ce cas. En vérité, je l'observe autour de moi. Je vais pas commencer à attaquer tout le monde, mais je vous assure que
Peu de gens sont vraiment présents dans ce qu'ils font et ils seraient bien plus heureux s'ils l'étaient. Et d'ailleurs, quand ils le sont, ça se sent. Et notamment, ça se sent en premier dans, je sais pas, les services, les gens qui font leur travail. Ça se sent chez les sportifs. Tous les gens qu'on admire sont présents dans ce qu'ils font. Les sportifs, évidemment, ont un niveau de conscience qui est... Enfin, je veux dire, ils ont une psychologie et c'est ça qu'on admire. C'est pas juste leur physique. Et là, je parle des sportifs qu'on admire, c'est évident, mais vous le voyez aussi quand quelqu'un fait bien son travail, quand il est en face de vous et qu'il fait bien son travail, ça pousse à l'admiration et ça nous met aussi, nous, dans un état de conscience. Ça nous ramène à la conscience parce qu'il l'est et ça communique. L'exemple là que j'ai en tête quand j'étais à Nice, parce que je viens de quitter Nice, donc je ne reverrai plus ce caissier, mais il y avait un caissier d'une cinquantaine d'années au Lidl qui avait dans ma rue, et il était tout le temps en forme, extrêmement poli, très sympathique. C'est comme si c'était étrange, il n'avait pas à faire ça. En fait, il n'avait pas à faire ça je veux dire, il n'avait pas marqué dans son contrat soyez aussi pur dans ce que vous faites. Il était à la fois efficace, gentil, et moi, il me poussait, à chaque fois, c'était une sorte de rappel, en fait, à la présence. Et je pense aussi que quand on est dans une société où tout le monde est passif, on l'est beaucoup plus. Et quand les gens sont là, comme là, par exemple, ça nous y ramène. Je pouvais pas être les yeux dans le vide, ça me ramenait parce qu'en fait, il m'y obligeait à moi aussi être très correct avec lui. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un agit bien avec vous, forcément que vous lui renvoyez. Et quand quelqu'un est comme ça, aussi dédié à ce qu'il est en train de faire, et ça se remarquait d'autant plus qu'il était un des seuls caissiers à être comme ça. Ce que je comprends parce que je suis pas sûr que ce soit un métier de passion pour grand monde, c'est pas facile en fait comme métier. En tout cas, vous avez sûrement des exemples autour de vous de gens qui font bien ce qu'ils font, qui sont à fond dedans et que vous admirez par conséquent. J'avais pris cet exemple du caissier parce que c'est au quotidien et c'est vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin. Est-ce que j'attire les guêpes? Qu'il n'y a pas forcément besoin d'être Usain Bolt pour être un exemple autour de nous. Ce caissier, quelque part, c'est un exemple. C'est un exemple dans le sens où il m'influence. Quand je suis face à lui, moi aussi, je me dis « Ah oui, c'est vrai qu'il faut être à fond dans ce qu'on fait, être poli. » Bon, ce format-là, c'est, je pense, ce qui va le plus ressembler à ce qui sera mes podcasts. Je voudrais résumer pour cette vidéo parce que je me suis permis justement d'aller un petit peu partout, de vous donner des exemples. Et je pense que c'était important pour l'expliquer. En tout cas, l'idée principale, c'est que ce soit dans le passé ou dans le futur, on est passif. Et il n'y a que à l'intersection des deux, à l'instant présent, que l'on est actif, libre aussi. Et on doit utiliser, parce que c'est un cadeau merveilleux, nos capacités à nous souvenir, que ce soit le souvenir individuel ou collectif, à nous projeter. Pareil, projection individuelle ou collective, on doit utiliser ces capacités merveilleuses pour agir le mieux possible là et maintenant. Je ne sais pas si je peux mieux résumer ce que je viens de vous dire. Je me suis concentré là sur l'idée de présence. Évidemment, encore une fois, on ne va pas être toute la journée présent. Et c'est pour ça qu'il y a des outils qui peuvent être très utiles. On en parlera sûrement une prochaine fois. Et quand je parle d'outils, là, je pense notamment aux habitudes qu'on peut mettre en place. En fait, les habitudes, c'est simplement le fait de se permettre d'être passif et en même temps de suivre la volonté. Cette volonté qu'on a tracée dans le présent. Et en fait, la volonté n'existe, encore un concept à y rattacher, la volonté n'existe que dans cette intersection entre passé et futur. Cependant, pendant qu'elle existe, on peut tracer une ligne et mettre en place des habitudes. L'exemple classique de l'habitude, et pour vous expliquer à quel point on est passif dedans, c'est le brossage de dents. On se brosse les dents sans y réfléchir, quasiment. On est passif, et donc voilà, je pense que les habitudes sont un excellent outil pour à la fois suivre la volonté et se permettre une passivité dans ce qu'on fait. Même si on sera évidemment pas aussi bon et compétent que si on était actif. Mais voilà, les habitudes peuvent être mises en place pour ça. Autre chose auquel je pense, c'est l'exigence. L'exigence, c'est aussi quelque chose justement qui fait partie de notre ego. Donc on peut être un peu ailleurs, pas complètement présent. En fait, la présence, elle va vraiment être là pour modifier cet ego. Mais on peut, avec les exigences, à la fois influencer, oui,
l'idée passée qu'on a de nous et le futur. Les deux évidemment sont liés et quand il y a un lien, notre vie a du sens. Arrêtez d'être triste et inactif parce que ça m'insupporte. Mais donc oui, les exigences peuvent aussi nous permettre, sans être à 100% dans notre tâche et être gouvernés comme ça par notre identité, si cette identité est exigeante, et c'est à vous de placer les exigences et avec les actions, parce que c'est aussi les actions qui, dans le présent qui vont les renforcer, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui nous permet, pendant des moments où on est passif, d'agir comme on le veut. En tout cas, comme l'exigence ne nous permet pas d'agir, parce que l'exigence, c'est plus une question. C'était une bonne idée de tourner sur le toit. Je vais vous montrer après ce que je vois là, c'est absolument magnifique. Il y a le soleil qui s'est levé devant moi, je suis comme un gosse. En tout cas, voilà, l'exigence est aussi, on pourrait le voir comme un outil et c'est plus une question de ce qu'on ne se permet pas de faire que ce qu'on se permet de faire. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai été assez long comme ça pour aujourd'hui, en tout cas, sur ce qui était de la présence. On parlera des autres concepts plus tard, que ce soit en courrier, en vidéo. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner aux deux. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout. C'était le sujet du courrier que j'ai envoyé aujourd'hui. C'est du coup trop tard si vous vous inscrivez là, mais pas trop tard pour celui de la semaine prochaine. Et donc on se dit à la semaine prochaine, mardi pour le courrier et en fin de semaine, sûrement sur cette chaîne.